Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur cette vidéo de formation des chronométreurs de compétition de ski alpinisme. Dans cette vidéo, nous passerons en revue les attentes et contraintes du chronométrage en ski alpinisme, ainsi que les missions et tâches du chronométreur. Une seconde vidéo sera consacrée à la préparation de la ligne de départ et d'arrivée. Et enfin, une troisième vidéo passera en revue les principales caractéristiques et fonctionnalités du logiciel de chronométrage classe SIM. Contraintes et caractéristiques du chronométrage en ski alpinisme. Alors tout d'abord, on est dans un environnement qui est contraint du fait des budgets. Les compétitions de ski alpinisme réunissent en moyenne autour de 50 à 200 participants. Les plus grosses épreuves en France rassemblent 500 participants, donc ça permet de consacrer des parts de budget qui sont moins pourvues que sur le trail ou la course sur route, où on atteint régulièrement 1000, 5000, même 10 000 participants. Donc les dispositifs, les budgets qui sont consacrés au chronométrage sont pas les mêmes. Euh, pourtant les caractéristiques sont assez semblables, hein. Alors, on a une deuxième contrainte, c'est que les arrivées sont parfois en pleine montagne et très souvent hors stade. Quand je dis hors stade, c'est en dehors des stades de neige. Les stades de neige utilisés pour les slaloms, etc., sont souvent équipés avec une cabane de chronométrage, par exemple. Et pour nos courses, ce n'est pas le cas. Donc, on a une problématique d'éloignement, éloignement pour acheminer le matériel et éloignement aussi pour acheminer l'énergie. On a une forte contrainte avec la météorologie. Nos compétitions se passent en altitude, se passent en général un peu par tous les temps, et donc le matériel et les hommes peuvent souffrir d'une météo des fois un petit peu froide, un petit peu ventée, un petit peu neigeuse, et donc il va falloir protéger le matériel et les hommes ou les femmes de ces éléments extérieurs. Le chronométrage du ski alpinisme présente aussi la particularité en général d'être avec plusieurs parcours en même temps. Donc on va devoir chronométrer des gens qui ne sont pas partis au même moment. Et on a aussi très souvent des parcours avec plusieurs catégories dans chacun des parcours et parfois des catégories présentes sur plusieurs parcours. Donc tout ça sont des contraintes mais qui sont gérables. A contrario, quelque chose qui nous facilite la vie, c'est que la grande majorité des compétitions se passent avec des départs en masse. Donc c'est simplement l'ordre d'arrivée qui compte. Et les coureurs nous font la gentillesse des fois de pardonner un manque de précision, hein. On n'est pas au dixième de seconde sur les compétitions de ski alpinisme. Ce qui compte avant tout, c'est l'ordre d'arrivée, avant la précision. Alors ceci est vrai, sauf pour les courses qui sont en contre-la-montre, que ce soit une verticale contre-la-montre ou un sprint avec sa partie en contre-la-montre. Et dans ces cas, on cherchera la meilleure précision possible, donc de l'ordre du dixième de seconde. Les courses les plus complexes pour le chronométreur, ce sont avant tout les sprints, les contre-la-montre, mais aussi les courses courtes à forte densité. Un championnat de France de vertical race qui réunit 300 personnes pour une course en moyenne d'une vingtaine de minutes, ça va forcément conduire à une très forte densité sur la ligne d'arrivée. Donc on aura tout intérêt pour faciliter le travail du chronométrage, soit à utiliser des puces, soit à découper les départs par des départs en masse mais plus petits, donc par catégorie, par genre, voilà, à réduire la taille des courses pour pas avoir plusieurs coureurs en même temps à franchir la ligne d'arrivée, ce qui complique le chronométrage. Les missions et les tâches du chronométreur. Alors la première des missions, ça va être le suivi des inscriptions, et avant même le suivi, le paramétrage et la mise en place du dispositif d'inscription. On fonctionne de plus en plus souvent avec des inscriptions en ligne. La FFME propose un service qui est très efficace, qui coûte, alors qui est soit gratuit si on ne prend pas le télépaiement, hein, on s'inscrit simplement et on paye ensuite sur place,
soit qui a un coût de 65 centimes d'euros par inscrit si on met en place le télépaiement par carte bancaire. Donc ce système qui est accessible sur l'intranet de la fédération, il est très intéressant parce qu'il permet aux licenciés de s'inscrire très rapidement. Il saisit simplement son nom et son numéro de licence et toutes les informations qui ont trait à ses coordonnées, sa date de naissance, etc. Sont fournies automatiquement sans qu'il ait à les ressaisir. Donc c'est un gain de temps pour les licenciés, c'est des erreurs en moins pour l'organisation, et puis l'organisation va pouvoir récupérer aussi très facilement cette liste d'inscrits pour l'injecter dans le logiciel de chronométrage ClassSim. Alors ce dispositif gère très bien les licenciés, il gère aussi pas trop mal, voire assez bien les non licenciés. Il n'y a aucun problème quand ils sont français. Ils ont simplement plus d'informations à saisir, leurs coordonnées par exemple. Après, on a encore des petits soucis à régler quand il s'agit de licenciés de fédérations étrangères, où parfois leurs numéros de licence sont trop longs ou comportent des chiffres. Et pour cela, il va falloir que nous aménagions encore un petit peu notre système. Après la mise en place du dispositif d'inscription, après avoir récupéré la liste des inscrits, le chronométreur va devoir attribuer les dossards. Pour cela, il va falloir établir une stratégie d'attribution des dossards, donc définir à quel parcours, à quel départ, à quelle catégorie on attribue quel numéro de dossard. Donc le plus intéressant, le plus malin, c'est de regrouper ces différentes sous-parties pour que les différentes personnes chronométrées, quand elles courent sur le même parcours et qu'elles sont dans le même départ et qu'elles font partie de la même catégorie, elles aient des numéros de dossards qui se suivent, ce qui sera pratique pour effectuer des tris, que ces tris soient réalisés sur le terrain lors des différents contrôles, mais ça sera aussi pratique pour l'édition des résultats et aussi pour les coureurs entre eux. Voilà, si on sait qu'entre le dossard 100 et le dossard 150, ce sont des seniors du parcours B, eh bien, dans le flux du peloton, ils pourront se repérer les uns aux autres et donc savoir avec qui ils sont en compétition. Les catégories d'âge, parlons-en un petit peu. Depuis l'an passé, on a changé les appellations de catégories. Fini les juniors, cadets minimes, vétérans. On parle désormais des U14 pour les licenciés âgés de 13 et 14 ans. Les U16 entre 15 et 16 ans, les U18 17-18 ans, les U20 19-20, les U23 ce sont les anciens espoirs de 21 à 23 ans. Les seniors qui englobent les sous-catégories U23 et Master. Donc les seniors, ce sont pour les coureurs de 21 à 99 ans. Et enfin, donc les Masters qui remplacent la catégorie vétérans, ce sont les 40 ans et plus. Alors pour savoir en quelle catégorie un coureur appartient, dans quelle catégorie il appartient, on prend en compte la saison sportive. Donc la saison sportive 2022 commence au 1er septembre 2021 et se termine au 31 août 2022. Ensuite, on regarde l'année de naissance du compétiteur. Et pour éviter qu'un compétiteur change de catégorie en cours de saison, voilà, dès qu'on est né par exemple en 2005, pour une compétition de la saison sportive 2022, on se retrouve dans la catégorie des U18, puisque on aura 17 ans en 2022. Voilà, donc ce tableau est disponible sur le site ffme.fr, rubrique ski alpinisme dans la partie des règlements de compétition, et il est mis à jour tous les ans. Alors l'attribution des dossards, donc on le fait par catégorie, on le fait donc par parcours. Et il est plutôt malin de faire le tri des parcours avec les dossards de 1 par exemple à 125 pour le parcours A et en regroupant à nouveau au sein de ce parcours par exemple les dossards 1 à 76 pour les seniors hommes et les dossards, autre exemple, 101 à 125 pour les seniors dames.
Les dossards suivants seront pour le parcours B, à nouveau avec plusieurs catégories si nécessaire, et la série de dossards encore suivante pour le parcours C avec les catégories qui correspondent. Lorsque l'on a défini la série de dossards, il convient d'identifier les meilleurs coureurs de chacune des catégories pour leur attribuer les premiers dossards de la série, ce qui permettra de les repérer et de les placer facilement sur les deux premières lignes de la zone de départ. Donc les deux premières lignes, ce sont pour les meilleurs coureurs. Ensuite, on place les autres licenciés. Et enfin, on place les non licenciés. Une fois que les dossards ont été attribués, on va imprimer des listes de départ. Il existe deux types de listes de départ. La liste de départ par ordre alphabétique, qui est idéale pour faciliter la remise des dossards. Les personnes arrivent, elles repèrent leur nom dans la liste classée par ordre alphabétique et elles connaissent ainsi le numéro de dossard qu'il faut demander. Inversement, pour les postes qui sont sur le terrain, on va préférer les listes de départ par ordre de dossard. Ça sera plus simple pour les contrôles ou pour le speaker, par exemple. Il voit arriver le dossard 18, il se repère directement dans sa liste numérique et il sait qui est le dossard numéro 18. Concrètement, le chronométrage, comment ça se passe? En général, on a des départs en masse dans 80% de nos compétitions et on a des arrivées qui sont plus ou moins denses. Donc, dans ce type de course, tant qu'on n'a pas une très forte densité sur la ligne d'arrivée, le chronométrage avec le logiciel ClassSim en mode manuel est assez simple et apporte un très bon niveau de précision. Dans l'idéal, pour se prémunir d'un accident informatique, on va doubler le chronométrage avec un script qui va scripter sur la ligne d'arrivée, donc qui va noter sur un papier l'ordre d'arrivée des compétiteurs. En général, il n'aura pas le temps de noter le chrono, mais en cas de bug, on aura quand même l'ordre d'arrivée des compétiteurs et on pourra faire un classement. Et puis dans l'idéal, on va ajouter une ou deux caméras sur la ligne d'arrivée. Une caméra qui sera placée de manière vraiment à hauteur de la ligne d'arrivée et qui la regardera de profil. Cette caméra va essentiellement permettre de départager les arrivées ex-aequo ou au sprint. Et puis une caméra en face de la ligne d'arrivée, 3 ou 4 mètres en face. Et là, c'est une caméra qui va nous permettre de regarder l'ensemble des numéros de dossards qui sont arrivés. Donc ces caméras sont pas placées au même endroit. Celle qui est en face, elle regarde un peu plus haut, elle est un peu plus loin, elle regarde plus haut. Et celle qui est au niveau de la ligne d'arrivée, elle balaye toute la ligne d'arrivée sans aller trop haut. Alors dans l'idéal, on met des caméras de type GoPro qui peuvent être entre guillemets waterproof. Attention toutefois parce que ces caméras ont souvent un petit peu de mal à tenir au froid. Les GoPro en particulier, bon voilà, moi je préfère les caméras Osmo de la marque DJI qui ont une meilleure tenue au froid. Et ces caméras modernes, on peut leur adjoindre une power bank via câble USB pour leur permettre de tenir plusieurs heures au froid si nécessaire. Donc ces caméras, la caméra qui regarde la ligne d'arrivée, je conseille de la placer à minima à 30 fps, voire à 60 fps pour avoir plus de précision sur la photo finish. À 60 fps en résolution, alors 1080 ou en 2,7K, bon, au moins 1080. Prévoir un support mémoire, une carte SD qui soit de taille adaptée. Mais voilà, ça permet d'avoir un dispositif déjà de très bonne qualité. Alors bien sûr, ces caméras, on les place sur un trépied. Le reste de la logistique de la ligne d'arrivée, il faudra tracer une ligne au sol, donc avoir de quoi tailler dans la neige et peindre la neige, enfin teinter la neige. Il faudra prévoir une tente avec des parois de protection. Selon la température, il faudra prévoir du courant électrique ou une batterie
pour permettre aux ordinateurs de tenir suffisamment longtemps. Alors, à titre d'exemple, hein, le week-end dernier, il faisait moins 10 degrés. Mon ordinateur, dont la batterie dure habituellement 3h30, avec le froid, il a tenu 45 minutes. Donc au bout de 45 minutes, heureusement, j'avais une batterie supplémentaire, enfin une batterie externe, avec un convertisseur 12 volts 220 pour pouvoir prendre le relais de la batterie de l'ordinateur et poursuivre le chronométrage et imprimer les résultats. Il faut une table, chaise, papier et stylo pour noter. C'est très important, même si on fait le chronométrage à l'ordinateur, c'est toujours bien d'avoir tout de suite à portée de main de quoi prendre des notes. Par exemple, lorsqu'on nous signale un abandon, une pénalité, un non partant, on va le noter sur papier. Déjà, ça nous fait une main courante. Et puis ensuite, ça nous permet de revenir saisir l'information dans le logiciel de chronométrage à un moment où on a plus le temps et on n'a pas toujours le temps. S'il y a des gens qui arrivent, on est consacré à saisir les impulsions de la ligne d'arrivée. Le matériel du chronométreur se compose également de radio ou d'un téléphone pour recevoir les informations du président de jury, du directeur de course et éventuellement des contrôleurs. On peut avoir avec intérêt un radiateur et puis donc un trépied, du matériel vidéo. Pour ce qui concerne les pénalités, donc les contrôleurs, le ou les contrôleurs observent et transmettent les infractions qu'ils observent. Le président de jury doit décortiquer, comprendre la situation et confirmer ou non l'infraction pour la transformer en pénalité. Alors la situation idéale, c'est le contrôleur qui envoie une petite vidéo de ce qu'il a vu, qu'il l'envoie par WhatsApp au président de jury. Donc le contrôleur, il est là pour voir les faits. C'est pas le contrôleur qui dit toi ça sera 1 minute, 3 minutes, 2 minutes 30. Hein. C'est le contrôleur, il voit ce qui se passe, il transmet au président de jury et le président de jury, il va définir si l'infraction elle correspond à telle ou telle pénalité. Une fois qu'il a défini la pénalité, le président de jury transmet au chronométreur pour l'intégrer dans les résultats. Alors, les pénalités, on ne les invente pas, hein, elles sont toutes répertoriées dans le tableau des pénalités que l'on trouve dans les règles du jeu. Il y a une cinquantaine de pénalités qui sont décrites et si un comportement ne rentre pas dans les cases déjà positionnées, on a les 3 premières pénalités qui sont les cas généraux. Donc la pénalité A1, c'est pour les triches manifestes, les actions antisportives ou les fautes de sécurité importantes, et ça correspond à la disqualification. La pénalité A2, ce sont les comportements pouvant gêner intentionnellement. Donc cette catégorie de pénalité, c'est 3 minutes pour les courses longues et 1 minute pour les courses courtes. Les courses longues, ce sont les individuelles ou les équipes. Les courses courtes, ce sont les vertical races, les sprints et les relais. La pénalité A3, ce sont les erreurs techniques mineures ou les négligences involontaires qui sont sanctionnées par une pénalité de 1 minute ou 20 secondes selon le format de la course. Alors après avoir attribué les pénalités, on va pouvoir éditer les résultats, ce qui se fait en général en plusieurs étapes. Pour les compétitions officielles, on va procéder dans un premier temps à l'édition des résultats provisoires. Donc on édite une feuille de résultat avec la mention résultat provisoire et ce résultat il doit être horodaté et signé par le président de jury. À partir de cette impression et de cet affichage, on laisse un délai de 15 minutes pour laisser le temps aux coureurs la possibilité de réclamer, de protester contre une pénalité qui leur aurait été attribuée par erreur. Après, une fois ce délai de 15 minutes écoulé, on va pouvoir imprimer les résultats officiels, procéder au podium, et puis quand on a un petit peu de temps, après tout ça, on va publier les résultats Scratch. Alors, la différence entre les résultats officiels et le Scratch, les résultats officiels sont publiés par catégorie. Pour les championnats, que ce soit à l'échelon départemental, régional ou national, les non licenciés sont affichés dans le Scratch uniquement. Le Scratch est un classement par parcours et éventuellement on le décline pour les hommes et pour les dames. Mais ce qui veut dire qu'on
on affiche tous les coureurs, quelle que soit leur catégorie, dès lors qu'ils ont réussi un parcours. Après l'édition des résultats, vient le temps de la transmission des résultats à la fédération. Donc vous envoyez vos résultats au format ClassSim à l'adresse ski@ffme.fr. Donc le format ClassSim, il est déterminé. Alors soit vous utilisez ClassSim, dans ce cas vous appuyez sur le bouton, ça vous génère le fichier dans le format qui est ad hoc. Si vous utilisez un autre logiciel, vous pouvez vous reporter à la documentation d'homologation des chronométreurs qui va définir le format informatique attendu. Alors, je n'y reviendrai pas tout de suite, mais les sprints et les relais sont assez spécifiques pour le chronométrage. Le sprint, ce sont un contre-la-montre en qualification, puis des séries de 6, donc c'est assez particulier et pas forcément facile à chronométrer, en particulier si la cadence est soutenue. Et pour les relais, il convient de compter les tours, donc ça fera l'objet d'un tutoriel spécifique. Un petit mot pour vous parler des puces RFID. Elles peuvent être passives ou actives. À gauche, on a des puces passives, ce sont des autocollants, voilà, un circuit imprimé. Et puis à droite, on a des puces actives qui sont un peu plus grosses et qui embarquent une source d'énergie. Donc elles sont plus chères, les puces actives, mais elles sont beaucoup plus précises. Les puces passives, en général, la précision, c'est de l'ordre de la seconde, alors que les puces actives, ce sont le dixième, voire le centième de seconde. Bon, voilà, je vous propose, si vous souhaitez en savoir plus, hein, il y a un petit peu de documentation sur le site resresult.fr. Nous, la fédération s'est équipée avec ce type de puce active. Donc voilà, c'est un système qu'on peut déployer et qu'on connaît un petit peu. Voilà, fin de cette vidéo là, consacrée aux généralités de l'arbitrage en ski alpinisme. Je vous invite à passer à la vidéo suivante consacrée à ClassSim. Et puis vous aurez une autre vidéo consacrée à l'implantation d'une aire de départ et d'arrivée.